l'honorable député de Mirabel. Monsieur le Président, j'aimerais vous ramener aujourd'hui à la journée où la modernité s'est soi-disant amenée à Mirabel, le 27 mars 1961, où 14 municipalités et villes ont été démembrées. Cette journée-là, Monsieur le Président, le gouvernement fédéral a livré 3126 avis d'expropriation pour prendre possession de 97 000 acres de terre et selon les estimations, ces expropriations-là ont touché entre 1 700 et 3 000 familles. Monsieur le Président, on a mis fin à l'existence à l'époque de la ville de Saint-Scolastique, de Sainte-Monique, mais aussi touché à Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Canute, Saint-Hermas, Saint-Janvier, Saint-Jérusalem, Saint-Antoine-des-Laurentides, Sainte-Sophie, Saint-Placide, Saint-André d'Argenteuil, La Chute et Sainte-Thérèse-Ouest. Et ces personnes-là touchées, Monsieur le Président, c'était d'abord des pères, des mères, des petits, des enfants, des oncles, des tantes, des agriculteurs, des enseignantes, des agronomes, des mécaniciens. Mais le 27 mars 1969, ces 10 000 personnes-là sont toutes devenues des expropriés. Les expropriés de Mirabel, un mot et une identité qui va les suivre toute leur vie. Et suite à l'annonce, le gouvernement fédéral est venu à Sainte-Scolastique. On a accueilli Jean Marchand, ministre fédéral, qui nous annonçait entre 75 000 et 100 000 emplois, une manne, Monsieur le Président, des emplois qui, finalement, n'ont pas existé, à tout le moins de façon permanente, et on nous promettait la modernité. Pierre Elliott Trudeau est venu à Mirabel et nous a promis que la modernité allait s'y amener avec toutes les promesses du monde. Mais lorsque Pierre Elliott Trudeau a quitté la salle, les gens n'étaient pas réconfortés parce que on n'avait pas répondu à leurs questions, Monsieur le Président. Les questions des gens de chez nous étaient très simples. On avait des questions comme « Quand est-ce qu'on va devoir partir? Quel montant on va recevoir? De quelle façon on va être payé? Est-ce qu'on va devoir aller travailler dans une shop à Montréal? Mes enfants vont aller à l'école où, Monsieur le Président? » C'était les vraies questions auxquelles on n'a jamais obtenu de réponse à l'époque. Et c'était des questions beaucoup plus que légitimes. Et pour défendre les expropriés, les gens de chez nous se sont éventuellement regroupés au début des années 70. On a fondé le CIAC, le Centre d'information et d'animation communautaire. On se rappelle de Jean-Paul Raymond, de Rita Léonard Lafont, décédée l'automne dernier et à qui j'ai fait un hommage en cette chambre. Des héros pour la défense des expropriés. Mais même regroupés, jamais les expropriés ont réussi à savoir pourquoi la superficie expropriée était si grande, si inutilement grande et si violemment grande. On sait aujourd'hui qu'Ottawa savait qu'il expropriait trop et que c'était un vol de terre. Et Ottawa devait savoir, Monsieur le Président, même si on sait aujourd'hui qu'il savait, c'était évident. On a exproprié ainsi 97 000 acres de terre à Mirabel. J'aimerais que les gens du Québec comprennent que ce que le fédéral est venu voler, c'était l'équivalent de l'île de Laval. Mais pour mes amis du reste du Canada, j'aimerais qu'on sache que ce qu'on est venu chercher à Mirabel, c'est 3 fois et demi la ville de Vancouver. Presque les 2 tiers de la ville de Toronto aujourd'hui. La moitié de la ville d'Edmonton. J'espère qu'on comprend, que tout le monde chez nous savait que c'était un vol et que c'était déraisonnable. Ce qu'on est venu exproprier, c'est 20 aéroports internationaux John F. Kennedy de New York, 33 fois Heathrow à Londres, 25 fois l'aéroport de Vancouver aujourd'hui ou 25 fois l'aéroport de Los Angeles, Monsieur le Président. C'était, comme je le dis, un vol. Un vol, mais un vol sans compensation équitable. Parce que chez nous, lorsqu'on compensait quelqu'un, un libéral valait plus qu'un bleu, comme disait M. le curé. Et les offres n'étaient pas négociables. Les évaluateurs fédéraux étaient complaisants. Et comme on n'avait pas besoin de toutes ces terres-là pour faire l'aéroport, bien, les gens vivaient dans l'attente. Certains, une fois expropriés, étaient locataires chez eux. En fait, beaucoup ont été locataires chez eux, incapables de déboiser, d'améliorer leur ferme. Et ces gens-là vivaient au jour le jour, dans la survivance, en attendant le jour où un fonctionnaire d'Ottawa allait cogner à leur porte et leur dire de partir, peut-être en brûlant la maison, comme on avait vu des maisons brûlées chez les voisins puis chez les amis des petits, Monsieur le Président, dans un milieu agricole où on vit en famille, où papa, pour laisser la terre puis la maison, se construit une autre maison à l'autre bord du rang.
C'est ça qui est arrivé à Mirabel. Et pendant qu'on gardait les gens locataires de leur propre maison, ils devaient demander au gouvernement fédéral pour faire quoi que ce soit. Remplacer la toiture, faire une grange. Mais pour peindre un mur, Monsieur le Président, on a des histoires de gens qui ont dû demander aux fonctionnaires pour mettre de la tapisserie dans la cuisine. Où on était obligé de demander à Ottawa pour peindre la chambre de la petite en rose, Monsieur le Président, et où les fonctionnaires leur disaient qu'ils aimaient mieux que ce soit en bleu ou en blanc. C'était le niveau de violence psychologique imposé par le pouvoir d'expropriation du gouvernement fédéral. Ce gouvernement fédéral-là a acquis les terres à rabais. Et on a des exemples, ils sont documentés par des historiens. On a l'exemple de Françoise Drapeau-Monette qui nous écoute aujourd'hui, qui s'était fait offrir 1 000 $ pour un terrain de 20 pieds par 20 pieds, alors que le prix dans la région s'établissait à au-dessus de 3 000 $ selon des évaluateurs indépendants. Ottawa se payait un aéroport, Monsieur le Président, pour lequel il y avait besoin d'un 20e de ce qu'il prenait à 70 % de rabais sur le dos des humbles gens. Et l'histoire montre que si un propriétaire avait l'audace de vouloir négocier le prix, les évaluateurs fédéraux revenaient menaçant avec des prix plus bas, pour aller plus vite, pour un projet qu'on nous disait transformationnel. Pour faire venir la modernité, on voulait forcer les gens de chez nous à accepter la première offre, Monsieur le Président. Ça devait aller vite. On rapporte aussi des cas comme celui de M. Ernest Courcelle qui s'était fait offrir 40 000 $ pour sa terre. Et pour avoir voulu négocier le prix, le gouvernement fédéral il est arrivé chez eux un matin et lui a dit « Si tu n'acceptes pas aujourd'hui, si tu ne signes pas aujourd'hui, demain, c'est 10 000, Monsieur le Président. » Ce ne sont pas des cas qu'on invente, et il y en a des centaines et des centaines comme ça. Donc, bref, les fonctionnaires par dizaines sont venus voler Mirabel, un geste qui figure au Code criminel du Canada. Et c'est sans compter l'arbitraire, parce qu'on connaît l'exemple des frères Réaume, dont les maisons et les terres étaient identiques, construits par les mêmes personnes la même année, face à face. Et un s'est fait offrir 63 000 et l'autre s'est fait offrir 133 000 pour sa terre, Monsieur le Président, non négociable, sinon les offres baissaient. Et ça nous rappelle une triste réalité économique, Monsieur le Président, c'est que lors d'une expropriation, lorsque les expropriés ne sont pas protégés par les lois, et lorsqu'on affaiblit ces lois-là, c'est l'acheteur qui détermine le prix. C'est l'acheteur qui a le gros bout du bâton. On parle aujourd'hui d'accès à la propriété. C'est un thème qui est récurrent dans cette Chambre. À Mirabel, dans les années 70, on parlait de vol de propriété à un prix dérisoire chez des gens qui avaient beaucoup d'enfants, qui étaient enracinés, qui avaient une réputation en milieu agricole et qui n'étaient même pas capables de se relocaliser avec les montants qu'on leur offrait. Et ça, c'est quand ils savaient quand ils auraient dû se relocaliser. Et les évaluateurs d'Ottawa l'ont reconnu, Monsieur le Président, je ne l'invente pas, ont reconnu que c'était injuste. Mais ils sont allés jusqu'à s'en dédouaner en soulignant que les gens qui étaient parfois restés locataires de leur propre terre, parfois pendant 18 ans, avaient obtenu un bon prix de location de la part du fédéral. Vous êtes qui, vous, pour chialer? Hein? Vous qui louez votre terre et qui avez un si bon propriétaire, le gouvernement fédéral. Et cette tragédie-là se vit encore aujourd'hui. Certaines terres sont encore boisées, non cultivées, alors que ce n'est pas le cas dans des terres similaires au Québec, parce que les agriculteurs locataires ne pouvaient pas y investir, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, on a des boisées non cultivées dans les terres qui sont parmi les plus fertiles au Québec, parce que ces gens-là, on leur renonçait le droit à l'investissement. Certains ont été locataires de leur propre terre pendant 2 décennies. Et elles n'ont jamais été compensées pour les améliorations qu'elles ont dû faire à leur terre pour pouvoir gagner leur vie. Mais il y a des tragédies humaines là-dedans, Monsieur le Président. Il y a ces cicatrices-là, des terres où on cultivait de génération en génération, où la femme avait hérité de la terre, mais le mari avait des problèmes cardiaques, et où il ne se sentait pas la force de se battre contre le gouvernement fédéral, et où la femme ne voulait pas dilapider son héritage, Monsieur le Président. On a eu des cas de dépression, de suicide, de violence familiale, de maladie, de déracinement, de réputation, parce qu'en milieu agricole, les réputations, elles se font sur des générations. Et c'est tout ça qu'on est venu briser chez nous, sans raison. Si vous allez chez mon ami Éric Couvrette, il va vous dire, en marchant vers l'érablière de son père, qui est en haut de la côte, il va vous dire, ici, on avait la maison de tel ami,
que le fédéral est venu brûler ont fait des exercices de feu. Puis ici, c'était la maison de ma tante, Monsieur le Président. Et quand vous marchez vers le rang, qui est un cul-de-sac parce qu'une clôture d'aéroport l'autre bout, vous allez rencontrer un voisin qui va vous dire qu'il est inquiet de la qualité de l'eau à cause des produits chimiques qui ont été utilisés pour brûler des maisons avec des tests d'eau qui manquent de transparence de la part d'Aéroport de Montréal. C'est le quotidien du député de Mirabel. Interpellé au Comité des finances cette semaine, le ministre des Transports nous a dit « On reconnaît que le gouvernement fédéral a pu faire des erreurs. » Des erreurs. Des erreurs, Monsieur le Président. Inauguré en 1975, l'aéroport a fermé ses portes au public 30 ans plus tard, après une longue agonie et 3 décennies de vie brisée. Et 3 décennies de vie brisée. Il y a évidemment eu des rétrocessions. Le gouvernement de Brian Mulroney, qui était dans une logique d'efficacité d'État, trouvait que ce n'était pas plus intelligent pour le gouvernement fédéral de posséder ces terres-là que de posséder Petro-Canada. Alors, on a commencé à rétrocéder. On a rétrocédé plus de 80 000 acres. Et si vous allez à l'UPA, à Sainte-Scolastique, en rentrant chez eux, vous devez saluer Brian Mulroney sur le mur, Monsieur le Président. Parce que les gens de chez nous ont de la mémoire pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Le gouvernement Harper a continué parce que le gouvernement s'était gardé 11 000 acres au cas où l'aéroport grandirait, Monsieur le Président. On a continué les rétrocessions et on a fini l'an dernier à rétrocéder les dernières terres. Il en restait 5. Alors la cicatrice, Monsieur le Président, elle est encore récente et on a un devoir de mémoire envers ceux qui nous écoutent aujourd'hui, les expropriés, mais aussi envers ceux qui sont plus avec nous, mais dont les fils, les filles, les petits-fils, les petites filles sont encore ici, dont fait partie la ministre fédérale de l'Industrie. Il y a eu des batailles, il y a eu des rétrocessions, mais il n'y a jamais eu d'excuses, Monsieur le Président. Et je pense que ces gens-là méritent des excuses du gouvernement fédéral pour que l'on puisse boucler la boucle. Et c'est ce que le gouvernement fédéral, c'est ce que l'Assemblée nationale a demandé en 2019, au 50e de l'expropriation, unanimement. C'est aussi le contenu d'une motion que j'ai déposée, parrainée avec le député de Rosemont-la-Petite-Patrie et Louis Saint-Laurent à Kawenrack l'an dernier, une motion sans préavis à laquelle le Parti libéral a refusé le dépôt. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, Monsieur le Président. Alors, c'est ça qui a ravivé l'arrivée du projet de TGV, Monsieur le Président. C'est de là qu'on part. Aujourd'hui, ce n'est pas d'un train qu'on parle. C'est de justice qu'on parle. Quand on parle de ces événements-là, le ministre des Transports me dit que je fais peur au monde, que je sors des vieilles affaires pour faire peur au monde. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut en vouloir à mes gens, aux gens de chez nous, d'avoir encore peur? Les gens de Mirabel, vous savez, ce sont des gens parlables, ce sont des gens profondément humains, ce sont des gens qui sont capables d'écouter, de réfléchir, et je suis convaincu que ce sont des gens qui sont capables de pardonner. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir d'avoir ce déficit de confiance-là à l'égard du fédéral après avoir vécu, Monsieur le Président, l'enfer? Et c'est suite à ces événements-là que le Canada s'est doté de règles modernes, tranquillement, mais certes, on l'a fait sur l'expropriation, avec des compensations plus justes, mais des droits d'être écoutés, des droits de porter appel, avec le droit d'être entendu par un commissaire avant que le ministre puisse prendre une décision sur la valeur des terres, Monsieur le Président. Et le justificatif pour faire ce qui a été fait en 1969, 70, 71, c'est qu'à l'époque, on nous disait que sans ça, on ne ferait plus jamais de grandes choses au Canada, que ces abus-là étaient nécessaires et qu'il fallait que le projet aille plus rapidement. Et pour accélérer un projet de quelques mois, d'un an, on a brisé la vie de gens pendant des décennies, Monsieur le Président. Vous savez, il y a un devoir de réconciliation. Et pour l'ancien premier ministre, tout ça était un peu personnel et je le comprends, c'était une histoire familiale. C'était en partie l'héritage de son père, en l'honneur de qui on a renommé l'aéroport de Dorval, un aéroport au moins où les gens peuvent avoir le loisir de voir des avions voler.
On nous dit que c'est un nouveau gouvernement, Monsieur le Président. Je veux bien les croire, mais on juge les gouvernements aux actions. On parle souvent du coût financier des grands projets. On nous dit que ces projets-là coûtent cher, qu'il faut les accélérer, que ce sont des investissements générationnels. Et c'est possiblement vrai, Monsieur le Président, et dans le cas du projet de TGV qui a ravivé cette douleur-là chez nous, on le croit que c'est un projet qui est générationnel, Monsieur le Président, mais on parle très peu des coûts humains, des gens déracinés, des vies brisées. On parle très peu de la trace que ça laisse, de la cicatrice, et c'est une cicatrice qui est profondément humaine. Et cette humanité-là, c'est le rôle du simple député, Monsieur le Président. C'est l'humble rôle du simple député de l'amener dans cette Chambre, de le faire comprendre et de faire comprendre à cette Chambre que Mirabel est aujourd'hui, pour le Québec, mais pour le Canada, un lieu de mémoire. Et ça nous rappelle, Monsieur le Président, on le dit souvent, ça aurait pu arriver à chacun ou chacune d'entre nous. Ça aurait pu arriver dans chacune de nos circonscriptions. Ça aurait pu arriver dans chacun de nos villages, Monsieur le Président, et ça pourrait réarriver. Le gouvernement s'est excusé à bien des reprises. Le premier ministre Trudeau s'est excusé à beaucoup de gens, à beaucoup de groupes, pour des erreurs, pour des crimes qui n'auraient pas dû être commis, Monsieur le Président, et c'est légitime. Et on était en accord avec ça, Monsieur le Président. Mais à Mirabel, à chaque fois qu'un premier ministre se lève, fait amende honorable, s'excuse au nom de l'État à quelqu'un d'autre et que nous sommes oubliés, c'est encore une fois une façon de raviver la douleur, Monsieur le Président. Et je pense que sans la guérir, aujourd'hui, on est capable de boucler la boucle de l'histoire en demandant au gouvernement de présenter ses excuses et de ne plus recommencer. Et je suis convaincu que le gouvernement sera disposé à le faire. Et je serai le premier à les inviter dans ma circonscription pour le faire. Et vous savez, chez nous, on est des gens qui accueillent. Monsieur le Président, des excuses, ça met fin à l'indifférence. Des excuses, ça montre une volonté qu'on veut comprendre. Parce que sans côtoyer les gens de chez nous, on ne comprend pas les gens de chez nous. Les excuses, ce sont des bras qui pourraient s'ouvrir à des personnes qui, dans leur vie, n'ont connu que la douleur, des batailles, des portes fermées et des politiciens aux oreilles bouchées. Des excuses, Monsieur le Président, c'est un geste d'abord de dignité. S'excuser, reconnaître son tort, partir à nouveau, Monsieur le Président, c'est un des premiers gestes civilisants que l'on apprend à nos enfants. C'est important comme ça. Dans la vie, Monsieur le Président, il faut demander pardon. Parce que vous savez, ceux qui demandent des excuses, on l'oublie souvent, ce sont des gens qui sont en attente de pardonner. Ce sont des gens qui désirent profondément qu'une bataille de 50 ans ne devienne pas une bataille d'un siècle. Les gens qui demandent des excuses, ce sont des gens qui n'ont pas envie de se battre pour se battre, Monsieur le Président. Et je vais vous dire, si cette Chambre ou ce gouvernement refuse de présenter ses excuses à Mirabel, ce n'est pas seulement des excuses qu'on va leur avoir refusées. C'est le pardon. C'est l'opportunité de pardonner qu'on va enlever à ces gens-là, Monsieur le Président. Et je suis profondément convaincu, comme député de Mirabel, que ce ne sera pas l'intention de ce gouvernement-là. Merci, Monsieur le Président. Bravo.